Merci pour l'introduction. En fait, je vous rejoins sur tout ce qui a été dit par rapport aux chiffres, sur sur les compétences, sur les secteurs d'utilisation, etc. Nous, au sein de Junia, on fait notre maximum pour sentir un maximum de talents et d'ingénieurs IA et les mettre sur le marché. Et on voit qu'il y a une demande grandissante aussi au niveau des masters et des demandes de formation. Je vous préviens, en fait, ma présentation elle sera un peu académique, un peu technique, mais bon, j'espère aussi à la fin que le un tiers de personnes qui ont peur de l'IA va baisser. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de l'IA générative au service des créateurs. Donc comprendre, guider, innover. Je commence par cette figure issue du World Economic Forum qui date de 2017, dans laquelle on énonçait ce qu'allait apporter l'IA et tous les défis qu'elle allait faire tomber. On parlait de gagner le poker, d'écrire un essai de niveau lycée, d'imiter un musicien en 2027, de générer une vidéo en 2028 et tout. Bah, tous ces défis-là sont déjà tombés depuis 2 ans. Donc, pour vous dire que voilà, ça avance super vite. Et puis, en termes de prédiction de ce qui va arriver, personne ne peut dire ce que sera l'IA dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Aussi, quelques articles issus de l'actualité des semaines précédentes. Nous avons OpenAI qui nous promet des IA de niveau PhD, c'est-à-dire docteur, et qui seront facturés 20 000 euros par mois. Donc ça, c'est un exemple des annonces qui sont faites actuellement sur la capacité et la puissance de calcul que vont offrir les fournisseurs d'IA dans les mois, dans les années à venir. Et pour vous dire que voilà, c'est-à-dire je reviendrai sur cette notion de passage de l'IA d'un statut d'assistant vers un statut collaborateur, et puis qui y aura carrément limite des dépenses qui dépassent le salaire d'un collaborateur. Aussi, dans les semaines à venir, nous aurons une mise à jour des AirPods qui pourront faire une traduction instantanée, c'est-à-dire vous êtes en Chine, vous mettez les AirPods, la personne parle en chinois, vous entendez du français. Et ça, c'est annoncé dans la prochaine version d'iOS et dans la prochaine version des AirPods, et qui est basée bien sûr sur l'IA générative et sur la traduction instantanée. Et pour finir, avec notre acteur français Mistral, qui a publié cette semaine un modèle type qui a la puissance de ChatGPT et qui peut être embarqué sur des périphériques mobiles et peut être exécuté en local. Et ça, c'est très intéressant pour tous les gens qui font de l'automatisation et qui s'intéressent aussi à la protection de données et qui ont annoncé aussi un modèle OCR, c'est-à-dire de reconnaissance et de lecture de documents, qui est très très puissant et qui va faire aussi parler de lui par rapport à la qualité et à la capacité de lire tout type de documents dans n'importe quel langage. Donc ça, c'est un exemple de défis qui sont en train d'apparaître au jour le jour. Donc l'actualité de l'IA générative, elle est tellement importante que c'est un challenge vraiment de la suivre. Et sur la partie créative, j'aime toujours montrer ces 3 photos qui illustrent un petit peu. En fait, on parle beaucoup de deepfake, on parle d'images générées, de tromper l'œil du grand public. Mais lorsqu'on trompe l'œil d'un expert, c'est quand même une étape. Et là, vous avez 3 exemples de photos qui ont participé à des concours de photographie. Elles n'ont pas les mêmes statuts, hein. Donc il y en a 2 qui ont été créées par IA et qui ont gagné les concours et qui ont été et après les auteurs ont déclaré que les images elles étaient factices et qu'elles étaient générées par IA. Et la 3e est une image réelle qui a participé à un concours et qui a été éliminée parce qu'on l'a accusée d'être une IA alors que c'est une photo réelle. Donc je vous laisserai chercher laquelle est laquelle. donc voilà. Donc en fait voilà, c'est l'image au fond à droite qui est réelle et qui a été accusée d'être une photo générée par Midjourney ou par IA générative. Et donc pour faire suite à cette intro, donc je vais parler un petit peu des origines de l'IA générative et de son historique. En fait, généralement, on montre la timeline d'évolution de l'intelligence artificielle, comment elle a commencé à se développer depuis les années 50. Ça fait des décennies qu'on parle de réseaux de neurones, de machine learning,
de deep learning depuis 2 décennies. Et puis on voyait les défis tomber les uns derrière les autres, c'est-à-dire l'IA qui bat les humains aux échecs, la voiture autonome, le jeu du Go qui était considéré comme l'un des plus difficiles qui est tombé en 2016, etc. etc. Donc ça c'est l'IA, disons, classique. Mais depuis, je dirais depuis 2012, il faut parler aussi d'une nouvelle timeline, qui est la timeline de l'IA générative, et qui montre un petit peu l'évolution de la techno depuis 2012, avec l'apparition de tous les concepts fondamentaux de l'IA générative, les réseaux génératifs, la vectorisation des mots, les auto-encodeurs, etc. Et puis, en 2017, il y avait un papier qui est apparu, qui est un papier qui s'appelle Attention is all you need, qui a permis de lancer une nouvelle génération de réseaux de neurones qui était très très puissante et qui a permis de développer tous les modèles qu'on connaît aujourd'hui. Donc dès 2017, en fait, derrière, OpenAI a utilisé cette techno-là pour développer ses modèles GPT. Donc 2018, il y avait la première version, 2019 la deuxième, 2020. Et la version qu'on connaît nous, c'est celle qui est apparue au grand public fin 2022. Alors que la techno se développait déjà depuis des années. Et de l'autre côté, on a Google qui développe aussi ses modèles en interne et qui les utilise en interne aussi depuis 2017-2018. La recherche sur Google, elle est basée sur l'IA générative et plus sur des mots-clés comme ça se faisait avant. Et du coup, voilà, en fait, 2023, c'est l'année de l'explosion de l'IA générative, avec plein d'outils qui sont apparus. L'année 2024, c'est plutôt l'adoption et puis la réglementation. Et puis, l'année 2025, elle a commencé avec l'arrivée de DeepSeek, qui a changé toute la géopolitique de ces modèles et qui a fait exploser un peu les usages grâce à l'ouverture et le fait qu'ils aient rendu ce modèle-là en open source. Et donc, à travers les décennies, en fait, on a vu l'évolution de l'IA, elle est liée vraiment à la notion d'apprentissage. Et donc, dans les premières versions, en fait, on avait des apprentissages basés sur les règles. On écrivait vraiment les règles que devait suivre l'ordinateur. Dans les années 80, on a commencé à dire, au lieu d'écrire les règles, on vous montre des exemples. Et puis, basé sur ces exemples-là, développe ton expérience. Après, en fait, on est passé au deep learning et aux réseaux de neurones dans lesquels l'apprentissage il est vraiment basé sur l'expérience que se fait l'ordinateur lui-même en faisant des essais et des échecs. Et pour finir, l'IA générative, vraiment, elle est basée sur le paradigme de l'apprentissage par la création. Et donc, on a vu, en fait, à travers les décennies, le passage de l'IA des règles aux exemples, à l'expérience et à la création. Et en fait, toutes ces technos-là, elles sont vraiment, vraiment liées. Et si on revient à 2012, le marché, il était donc voilà, c'est des concepts sous-jacents. Et donc si on va à 2012, on parlait pas beaucoup d'IA générative. Le marché, il était vraiment basé sur le machine learning avec un peu de deep. Et aujourd'hui, le marché, il est vraiment occupé principalement par l'IA générative, qui permet en fait de relever beaucoup de défis, de réaliser beaucoup de tâches avec des modèles uniques. Et aujourd'hui, voilà, l'IA générative, elle permet de générer tout type de contenu. Principalement aujourd'hui, on connaît beaucoup la version texte avec le texte naturel ou le code pour les programmeurs et les développeurs. Beaucoup de visuels avec images vidéo, récemment 3D et jeux vidéo. Rien que ce matin, je voyais un modèle sortir de chez Google et qui permet de créer des 3D à partir de photos. Et donc voilà, donc la 3D aujourd'hui aussi, on arrive aussi à générer automatiquement des vues de jeux vidéo sans moteur de rendu de jeux vidéo. Et l'audio aussi, on a pas mal avancé. Vous connaissez tous une AI qui permet de générer des chansons basées sur des paroles et des styles musicaux. Mais aussi, on arrive à générer dans le monde scientifique des protéines ou bien sur la robotique générer des décisions, etc., etc. Donc vraiment, l'IA générative, c'est très très large. Et donc, avec sa démocratisation, vous allez avoir pendant toute la journée et toutes les conférences qui vont suivre, tous les challenges et tous les défis que ça pose, que ce soit les défis énergétiques, les défis financiers, business plan, éthique, etc. Et donc, il faut réfléchir vraiment à toutes ces questions-là, pas que la partie ce que ça peut m'apporter ou ce que ça peut améliorer dans mon quotidien.
Donc une des notions principales dans l'IA générative aujourd'hui, par rapport au texte et tout, c'est vraiment la notion de LLM qui revient beaucoup, parce que ça a été l'évolution principale, et puis c'est elle qui a déclenché l'ensemble des autres technologies. Les grands modèles linguistiques, ce ne sont que des modèles qui permettent, grâce à des calculs vectoriels et matriciels, de prédire le prochain mot pour une phrase. C'est-à-dire ici, j'ai mis l'exemple de Common Or Day is a. Quel est le mot suivant? En fait, l'IA générative va calculer un score pour l'ensemble des mots du dictionnaire en disant, voilà, les mots qui ont eu les meilleurs scores, c'est good, new, very et special. Et puis, selon une température, en fait, on dit je prends le meilleur, ou bien j'élargis un peu mon champ de choix, et ça permet en fait de jouer sur d'avoir un chatbot soit très très créatif et très très libre, ou bien dans la partie automatisation, de faire des modèles un peu plus stricts et un peu plus rigides et déterministes. Donc là, vous avez en fait, et on prend le mot qui est sorti, on l'injecte dans la séquence et on recalcule le mot suivant. C'est pour ça que vous voyez en fait sur ChatGPT les mots apparaître les uns derrière les autres. En fait, à chaque fois qu'il y a un mot qui est calculé, il s'ajoute à l'entrée et on essaye de prédire le mot suivant. Donc là, Common Or is a special event. Et donc event est calculé comme étant le meilleur choix, ou bien day. Et ensuite, en fait, on injecte dans la phrase et on recalcule le mot suivant. Et donc cette notion de mot suivant, c'est celle qui permet en fait aujourd'hui de générer l'ensemble des mots, et elle est liée vraiment à la notion de vectorisation des mots, parce que les calculs sont matriciels et qui donnent des sémantiques aux mots, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la représentation latente, c'est-à-dire comment donner de la sémantique mathématique à des mots du langage naturel. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la représentation latente. Donc on transforme les mots vers un univers dans lequel c'est les maths qui régissent l'espace. Et on utilise ces représentations-là pour faire des calculs et des prédictions. Et donc vous voyez ici par exemple, quand on prend un vecteur qui va d'un mot à un autre, on peut l'utiliser dans un autre contexte et pour faire des analogies. Et ces calculs-là permettent vraiment d'appliquer les maths sur du langage naturel. Et pour donner, et donc cette représentation latente, elle est calculée sur la base de grandes masses de données. Et donc ici, par exemple, vous avez les représentations latentes qui étaient entraînées sur des textes, sur des images ou sur de l'audio. Mais après 2017, on a commencé à travailler sur des représentations communes et qui permettent aujourd'hui, par exemple, de parler et d'avoir des réponses en texte, ou bien d'écrire du texte et entendre la voix et entendre la réponse avec de l'audio, ou bien ajouter une image et discuter autour de l'image. Et cette multimodalité, elle est très très importante aujourd'hui, et celle qui permet de manipuler différents formats d'informations avec le même chatbot et avec la même IA. Un des exemples, tout à l'heure, Arnaud parlait de la suite Adobe. En fait, aujourd'hui, vous avez ces fonctionnalités sur la suite Adobe qui permettent, par exemple, de passer de la 2D à la 3D, du vectoriel vers le raster, très très facilement. Et là, vous avez, par exemple, l'exemple que sur Illustrator, on passe de la 2D à la 3D avec quelques clics, et de changer la posture d'un personnage en revenant vers la 2D en spleen après. C'est vraiment des fonctionnalités. En fait, Adobe, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont commencé à eux-mêmes développer des fonctionnalités avec de l'IA générative dans leur suite. Donc là, ce qu'il a fait au personnage, il va le faire au dragon, qui était vectoriel et qui passait en 3D et qui repasse en vectoriel. Et donc, représentation latente et multimodalité. Guide, et ce qui m'amène aussi donc, à la question de, maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'il y a derrière ces IA, de dire comment je les guide. Aujourd'hui, la principale forme de contrôle, c'est le texte, c'est les prompts. Et sur les prompts, en fait, je suis le premier à être noyé un petit peu dans les acronymes et dans les formations qui essayent de nous prédire quel est le prompt parfait. Le prompt parfait, il n'existe pas pour information. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des frameworks qui vous disent il faut écrire ceci, il faut écrire cela dans votre prompt pour avoir la meilleure réponse. En fait, tout simplement, le prompt idéal n'existe pas. En fait, il suffit
d'être précis dans sa tâche, de donner des instructions, des exemples, et puis d'essayer, d'itérer, d'essayer plusieurs IA, de comparer les réponses de DeepSeek et de Gemini avec celles de Mistral et ChatGPT, etc. Bah, j'ai un peu atténué la partie exiger un style, parce que c'est celle sur laquelle il y a un flou un petit peu juridique. Commencer à utiliser le style de tel et de tel, c'est un petit peu la limite à ne pas franchir sur laquelle il faut faire vraiment attention. Et comme tout à l'heure on parlait de compétences, bah en fait le prompt est une nouvelle compétence. Et parce qu'il n'y a pas de méthode magique, et puis Google existe depuis plus que 25 ans, il y a toujours des gens qui ne savent pas faire des recherches Google. Donc ça sera pareil pour l'IA générative, dans 20 ans il y aura toujours des gens qui ne savent pas prompter. Et c'est valable pour les images et les vidéos. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre les spécificités. Aujourd'hui, on ne parle pas à Midjourney comme on parle à ChatGPT ou à Gemini. Donc, chaque IA a son propre langage. Et donc, parmi les astuces qu'il y a, c'est soit de s'inspirer de ce qui a été généré par l'IA elle-même, donc d'utiliser son jargon, ses termes techniques, etc. Ou bien de combiner les IA, c'est d'aller sur ChatGPT et lui demander, voilà ce que je veux faire, écris-moi le prompt que je vais utiliser sur Midjourney. Et donc sur Midjourney, on arrive à produire des meilleures photos en passant par une IA qui le connaît, que de tâtonner soi-même pendant des heures. Et puis il y a parfois des spécificités de langage. Donc vous avez par exemple les photos en bas dans laquelle le mot vaisseau spatial est indiqué par spaceship. Alors que si on veut les deux mots séparés, il y a une astuce pour les séparer et de parler de deux concepts différents au lieu d'un mot composé. Et donc vous voyez en fait, pareil, c'est-à-dire sur les photos, plus on est précis, plus on atteint son but et on génère des photos plus proches de ce qu'on souhaite produire. Et donc d'autres types de contrôles existent, c'est-à-dire on conditionne vraiment par le prompt, mais on conditionne aussi par les images. C'est-à-dire aujourd'hui il y a des fonctionnalités comme la super résolution qui permet de restaurer ou d'ajouter du détail sur une image de basse résolution, ou bien de faire du in-painting en effaçant un sujet et de le remplacer par un autre sujet, ou de l'out-painting, élargir une photo qui était petite ou carrée ou qui était dans un différent format. Donc toutes ces technos-là, en fait, il n'y a pas besoin de prompt. En fait, on donne son input et puis on récupère une photo en sortie. Il y a aussi un conditionnement avec un mélange entre prompt et image de référence. Donc là, en fait, je me suis amusé avec le logo de notre établissement. Je l'ai mis en référence et j'ai créé des images en disant respecte le prompt que je t'ai donné, mais en ayant cette signature-là derrière. Ça permet par exemple de fabriquer ces illusions d'optique. Si vous pincez les yeux un petit peu sur la partie droite, vous verrez le logo Junia apparaître. Et ça, c'est une forme de conditionnement et de contrôle qu'on peut faire sur les IA génératives, images en particulier. Et donc vous avez des images très connues, je ne sais pas si vous les avez déjà vues celles-là, dans lesquelles vous avez des messages subliminaux qui sont cachés dans les images. Et Bitcoin à droite, le mot obéi à gauche. Et donc si vous pincez un peu les yeux, vous verrez le obéi si vous n'arrivez pas à le voir. Hein. Et donc voilà, donc ça permet en fait de générer des images avec un contrôle supplémentaire, avec un logo ou un QR code caché ou des trucs comme ça. Et il existe aussi d'autres formes de contrôle. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut, à partir d'un gribouillage, fabriquer une photo. On peut exiger une posture, dire que je veux mon personnage dans telle posture, ou bien tout simplement donner des références. Là, vous avez l'IA Imagen qui permet par exemple de prendre une tenue et de la plaquer sur une personne. Et donc aujourd'hui, ceux qui maîtrisent les frameworks type Comfy UI ou Automatic 1111 arrivent à fabriquer vraiment des images où ils disent en fait, j'ai pas de prompt, mais je veux ce visage-là, avec cette tenue-là, dans cet environnement-là, et avec ce fond-là et ce style-là. Donc en fait, on dicte vraiment tous les détails un par un pour obtenir des résultats très très satisfaisants. Et du coup, Google s'est penché sur la question, elle a sorti un produit qui s'appelle Whisk, dans lequel vous dites, voilà, voici ma première photo, mon sujet, voici la deuxième photo, ma scène, et voici mon style, est-ce que tu peux produire la photo? Donc pour info, malheureusement, cette IA-là, elle n'est pas encore activée en France. Elle est disponible par VPN si ça vous intéresse. Elle est en mode bêta, hein, donc vous pouvez aller sur Google Whisk,
et l'essayer, mais malheureusement elle n'est pas disponible en France parce que voilà, c'est hébergé aux États-Unis et ça ne respecte pas pour le moment la RGPD, et donc ça a retardé un peu sa sortie en France. Sur la vidéo, idem. Sur la vidéo, aujourd'hui, déjà pour dire, en fait, aujourd'hui, sur l'IA générative vidéo, en fait, on a franchi l'étape où les gens avaient peur de déployer l'IA générative sur des productions grand public ou sur les grands médias. Donc aujourd'hui, cette étape-là, elle est déjà franchie. On a plein de jingles fabriqués avec l'IA générative, des scènes de films cinéma où on rajeunit les personnages avec l'IA générative, des séries qui utilisent pour leur générique ou pour leur contenu, des publicités. Donc vraiment, aujourd'hui, en prod, il y a déjà pas mal d'exemples de concrets d'usage de l'IA générative en production. Et les techniques de contrôle sont connues, c'est-à-dire au lieu de prompter, on peut fournir une image et l'animer. On peut aussi fournir une vidéo et la transformer avec un filtre prompté. Donc vraiment, il y a plein de types de conditionnement et de contrôle qui permettent vraiment de garder le contrôle sur sa création et de la diriger vers ce qu'on souhaite. Et là, vous avez d'autres exemples dans lesquels on a une vidéo et on intègre un personnage, ou bien on donne 2 frames et on crée les frames intermédiaires entre les deux, etc. Donc il y a vraiment pas mal d'algorithmes qui sortent et de fonctionnalités qui permettent de donner au créateur un maximum de contrôle sur sa création, au lieu juste d'écrire une petite phrase et d'attendre le hasard qui sorte ce qu'on souhaite utiliser. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a des acteurs comme Kling, comme Luma AI, comme Renway qui sont en train de produire et d'intégrer ces workflows innovants au-delà du prompt simple. Donc pour résumer, maîtriser le prompt, c'est une nouvelle compétence. Il existe plein d'autres formes de conditionnement. L'image, la posture, les images de référence, les outils open source pour les workflows de production, etc. Donc il y a pas mal vraiment d'outils de conditionnement alternatifs au texte et qui permettent surtout de garder la main sur la création. Et quand on fait une création numérique aujourd'hui, il faut garder les traces de la production, du prompt aux images références, pour demain prouver s'il y a problème de droit ou de propriété, de dire voilà, ma contribution, elle est là, j'ai passé du temps dessus, voici mes images références, voici les preuves de mon effort, cette production-là, c'est ma production, elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et pour finir sur la partie innovation, tout à l'heure vous avez vu en fait qu'il y avait plusieurs types d'usages. Aujourd'hui, les usages principaux dans lesquels on peut innover, c'est vraiment la partie création, images, vidéos, texte, etc. Mais aussi la partie automatisation. Aujourd'hui, si vous allez sur des frameworks comme Make AI, Nathan ou Zapier, c'est des outils qui vous permettent de créer des workflows dans lesquels vous incluez de l'IA générative en automatique et qui vous permettent par exemple de faire de la veille sur un sujet, de vous envoyer un petit newsletter personnel sur tout ce qui se passe sur tel ou tel sujet, ou de surveiller des concurrents, ou de prospecter des marchés, etc. de façon automatique, et ces outils-là se démocratisent de plus en plus. Idem sur la partie personnalisation. Aujourd'hui, on arrive à créer des contenus ou faire des campagnes vraiment personnalisées utilisateur par utilisateur grâce à l'IA générative et des petites modifs qu'on fait soit sur les contenus images, texte ou sur la façon d'aborder les sujets et de faire vraiment de la personnalisation très très poussée. Voilà. Il nous reste une petite minute, Nassim. Et c'est ma dernière slide. Donc la dernière slide, c'est pour rappeler que voilà, en fait, on passe d'outils et d'assistants vers collaborateurs. Aujourd'hui, vraiment, l'IA générative, commencez à la voir comme un collaborateur. C'est très important parce que ça permet vraiment des gains de temps, des gains de productivité, des gains de créativité énormes. Et puis surtout, l'embrasser et l'adopter plus qu'avoir peur et reculer dans le temps son déploiement et ses usages en interne. Et je vous remercie. Merci beaucoup.